Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Frodj. On va aborder aujourd'hui le cours adénopathie cervicale. On a déjà détaillé le cours tuméfaction cervicale, mais surtout à le consulter dans la playlist ORL. Maintenant, on va attaquer un cours qui est très important. C'est le cours des adénopathies cervicales, car ce signe physique rentre dans le cadre de pas mal de pathologies. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez surtout à s'abonner à la chaîne, bien sûr, pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos, n'hésitez surtout à les consulter. C'est parti. Donc, parlons des adénopathies cervicales, il s'agit d'une augmentation tout simplement par définition de volume des ganglions qui se trouvent au niveau de la région cervicale, c'est-à-dire la région du cou, d'accord? Donc, dont la taille est supérieure à 1 cm, d'accord? C'est ça la définition d'une adénopathie cervicale. Donc, c'est une augmentation du volume des ganglions qui se trouvent au niveau de la région cervicale, généralement supérieure à 1 cm. C'est ça la définition. Il faut savoir aussi que c'est un signe physique, qu'il est vu d'ailleurs par l'inspection. C'est pas une pathologie, donc c'est un signe physique. Il faut rechercher absolument l'étiologie, c'est-à-dire la pathologie qui a fait cause de cette adénopathie, qui est en cause de cette adénopathie. Bien sûr, l'adénopathie représente la tuméfaction la plus fréquente du cou, c'est-à-dire parmi les tuméfactions généralement latérales du cou, on a déjà dit que parmi les tuméfactions les plus fréquentes, il s'agit dans la majorité des cas d'une adénopathie. Et cette adénopathie, il faut absolument rechercher l'étiologie. Problème de diagnostic étiologique et thérapeutique pour les adénopathies chroniques, car il existe multiples étiologies qui peuvent conduire à une adénopathie chronique. Donc c'est en fonction des signes cliniques accompagnateurs qu'on a une orientation plus ou moins vers une étiologie que d'autres. Donc bien sûr, les étiologies sont multiples, sont réparties en 4 axes. Il faut absolument apprendre par cœur ces 4 axes. Donc le premier axe, c'est l'axe infectieux, c'est-à-dire l'étiologie infectieuse. Le deuxième, c'est l'étiologie tumorale, c'est-à-dire les métastases d'une tumeur maligne. On exclut toutes les tumeurs bénignes. Vous remarquez bien que les proliférations bénignes ne donnent pas des métastases, donc ne donnent pas par conséquence des adénopathies. Donc, on parle dans le cadre d'une adénopathie que des proliférations malignes. On parle que des proliférations malignes. Donc, les pathologies infectieuses, les pathologies tumorales, les pathologies hématologiques, toutes les pathologies généralement tumorales du sang, donc qui intéressent les cellules du sang, peuvent donner une adénopathie cervicale. Et finalement, les pathologies inflammatoires peuvent donner les adénopathies. Donc, étiologie inflammatoire, étiologie tumorale, étiologie infectieuse et étiologie inflammatoire, infectieuse, tumorale et hématologique. D'accord? Très bien. Alors, comme rappel anatomique, je vais utiliser le résumé de l'Equidrid, d'accord, pour faire un petit rappel anatomique sur les différentes chaînes ganglionnaires qui se trouvent au niveau de la région cervicale et qui sont intéressées par ces pathologies et bien évidemment par les adénopathies. Donc on peut schématiser les chaînes ganglionnaires cervicales sous forme d'un grand cercle horizontal, vous voyez le cercle là, d'accord, supérieur qu'on appelle le cercle de Poirier, et bien sûr venant s'appuyer sur les sommets de 2 triangles, voici les 2 triangles, d'accord, voici les 2 triangles, qu'on appelle les triangles de Rovière. Maintenant pour le triangle de Rovière, voici le triangle de Rovière, donc on a une chaîne antérieure, c'est bien la chaîne jugulo-carotidienne. Vous voyez la chaîne jugulo-carotidienne avec les artères et les veines carotidiennes. Voici la chaîne postérieure. Voici la chaîne postérieure, c'est la chaîne spinale. Et voici la chaîne inférieure, c'est la chaîne transverse susclaviculaire qui va réunir les 2 chaînes. D'accord? Et bien sûr, le ganglion le plus interne constitue le ganglion de Troisier. C'est le fameux ganglion qui donne des métastases à pas mal de tumeurs pulmonaires et surtout gastriques. Et surtout digestif, désolé, et surtout digestif, d'accord? Donc voici le triangle de Rovière, et maintenant, comme les chaînes qui restent, on a les chaînes sous-manteau, voici les chaînes sous-manteau, voici les chaînes sous-mandibulaires, chaîne digastrique, chaîne rétro-auriculaire et mastoïdienne, d'accord? Voici les chaînes parotidiennes, d'accord? Donc il faut absolument connaître les noms de ces ganglions, car ils peuvent vous donner des noms des ganglions et vous choisissez le ganglion qui n'appartient pas bien évidemment au ganglion de la région cervicale. D'accord? Il faut absolument comprendre ce rappel anatomique.
Après le rappel anatomique, on attaque le diagnostic étiologique de cette adénopathie. On passe toujours par l'interrogatoire, l'examen clinique et bien sûr les examens complémentaires. Bien sûr, à l'interrogatoire, on va rechercher les antécédents radiothérapie cervicale dans l'enfance, de tuberculose ou de maladie système et la notion de BCG. La notion de BCG pour la tuberculose ganglionnaire, bien sûr. On cherche surtout le terrain ou l'intoxication alcoolo-tabagique, là, en cas généralement d'un adulte qui est un peu âgé, d'accord, supérieur à 50 ans ou plus, car les pathologies tumorales des voies aérodigestives supérieures et dont le facteur de risque le plus fréquent, c'est l'alcool et le tabac, d'accord, qui peuvent donner bien sûr des adénopathies cervicales, surtout le cancer des voies aérodigestives supérieures, surtout les cancers de la voie, de la cavité buccale et du pharynx. Bien sûr, on cherche aussi la date d'apparition et les conditions de survenue de l'adénopathie. Donc la date d'apparition, est-ce que c'est une adénopathie qui est aiguë ou bien sûr, ou dans le cas contraire, c'est une adénopathie qui évolue sur le plan chronique. C'est très important de rechercher cela, car comme vous voyez ici, une adénopathie inflammatoire évolue plutôt rapidement dans un contexte plus ou moins douloureux, et même les adénopathies infectieuses, mais il y a quelques infections qui provoquent des adénopathies chroniques, bien sûr. Et bien sûr, les adénopathies néoplasiques, donc en cas de métastase tumorale ou autre, évoluent lentement et occasionnent, bien sûr, néoplasique, soit il y a une prolifération au sein du ganglion lui-même, soit il y a une prolifération tumorale maligne qui est à distance et on a une métastase dans ce ganglion. Bien sûr, elle évolue lentement, donc sur le plan chronique, et occasionne rarement des douleurs au début. Donc bien sûr, présence de signes fonctionnels, c'est très important de rechercher les signes associés, notamment les signes otorhinolaryngologiques. Donc les adénopathies cervicales peuvent rentrer dans le cadre des tumeurs des voies aérodigestives supérieures et même les tumeurs du cavum, c'est-à-dire du rhinopharynx. Donc on doit rechercher une dysphagie, une otalgie, une odynophagie, une dysphonie ou autre. Bien sûr, l'âge est à considérer l'âge est un élément très important dans ce cours. Pourquoi? Parce qu'il est classique devant une adénopathie maligne chez un sujet de plus de 50 ans de rechercher un carcinome des voies aérodigestives supérieures, soit du rhinopharynx, soit du pharynx, soit de la cavité buccale, etc. Surtout s'il existe un terrain alcoolo-tabagique. Et bien sûr, chez les sujets jeunes, rechercher une hémopathie maligne. Les carcinomes du cavum, c'est-à-dire du rhinopharynx, peut être dépistés chez les adolescents et se manifestent souvent par des adénopathies cervicales. D'ailleurs, c'est le motif le plus fréquent de consultation. C'est le signe le plus fréquent en cas de carcinome du cavum. Parce que le carcinome du cavum, c'est une prolifération tumorale qui est très lymphophile. Chez l'enfant, la pathologie ganglionnaire cervicale inflammatoire infectieuse est plus fréquente. Bien sûr, chez l'enfant, les pathologies néoplasiques sont plus rares, donc on cherche surtout les pathologies qui sont inflammatoires ou bien infectieuses. Bien sûr, on passe aux examens cliniques. L'examen clinique, bien sûr, il cherche à l'inspection les caractères de l'adénopathie. Est-ce que cette adénopathie est multiple? Est-ce qu'elle est multiple? Et bien sûr, à la palpation, on doit rechercher la sensibilité. Est-ce qu'elle est douloureuse à la palpation? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est adhérente au plan profond? Est-ce qu'elle est mobile? Tout ça, c'est à rechercher par l'examen clinique. Donc, c'est pour caractériser mieux l'adénopathie qui est un signe physique. Ensuite, on passe à un examen loco-régional ORL. Donc, on doit examiner les voies aérodigestives supérieures et la thyroïde. Pour l'examen général, la thyroïde, parce que les proliférations malignes de la thyroïde peuvent donner une métastase et donner une adénopathie cervicale. Un examen général et bien sûr, on passe aux examens complémentaires. En ce qui concerne les examens complémentaires, il y a des examens qui se demandent de façon systématique. C'est-à-dire qu'ils sont demandés de façon systématique à chaque fois qu'il y a constatation qu'il y a une adénopathie cervicale. Et il y a des examens complémentaires qui sont demandés en fonction du contexte et de l'orientation clinique. Bien sûr, les examens qui sont demandés de manière systématique, vous allez remarquer que ce sont des examens qui ne sont pas invasifs. C'est-à-dire on ne commence jamais, en cas d'exploration ou d'examen complémentaire, par exemple par une biopsie, par un examen qui est invasif. On commence par, remarquez bien, FNS, corps, formule sanguine avec équilibre, vide sédimentation à la recherche d'un syndrome infectieux ou inflammatoire, une intradermale avec la tuberculose, c'est très important pour rechercher une tuberculose ganglionnaire, téléthorax pour rechercher par exemple un cancer pulmonaire
qui donne généralement des adénopathies cervicales ou bien une tuberculose pulmonaire. Et l'échographie, plus ou moins, c'est pas vraiment en première intention, c'est en fonction de l'orientation. D'accord? Mais gardez en tête que le FNS, vitesse sédimentation, intradermale réaction à la tuberculité, le thorax, sont des examens qui sont généralement demandés systématiquement pour la recherche étiologique de l'adénopathie cervicale. En ce qui concerne l'imagerie, on a déjà parlé de la radiographie pulmonaire. Bien sûr, l'échographie cervicale, elle permet de bien caractériser qu'il s'agit bien d'une adénopathie cervicale, qu'il ne s'agit pas d'une prolifération tumorale au sein des constituants du cou. Ça rentre dans le cadre des tuméfactions cervicales. Donc, ça caractérise bien l'adénopathie cervicale. TDM et IRM ne sont pas demandés systématiquement. Vous remarquez bien qu'ils sont demandés en fonction de l'orientation étiologique. Bien sûr, la pan-endoscopie, c'est un élément très essentiel, c'est un examen clinique, c'est un examen complémentaire, désolé, très essentiel en oral en cas de suspicion de cancer des voies aérodigestive supérieures. Ça nous permet de pan, c'est-à-dire le tout, pan. C'est-à-dire ça nous permet de voir tous les étages du pharynx, même le rhinopharynx, d'accord. Ça nous permet de voir le larynx, ça nous permet d'explorer la trachée, ça nous permet vous remarquez bien une oesophagoscopie, ça nous permet d'explorer l'œsophage, etc. Bien sûr, la ponction cytologique ganglionnaire, c'est quoi la ponction cytologique? C'est-à-dire qu'on va ponctionner des cellules, vous remarquez bien, des cellules. Donc pour un examen cytologique, c'est pas un examen de certitude. C'est un piège au niveau des QCM. Donc la ponction cytologique permet de rechercher, de prélever des cellules, donc de faire un examen cytologique. C'est pas un diagnostic de certitude, c'est un diagnostic d'orientation. D'accord? C'est un diagnostic d'orientation. S'il est négatif, bien sûr, ça n'élimine en aucun cas une pathologie tumorale maligne. Et le seul élément de certitude qui peut nous orienter, bien sûr, vers une pathologie maligne, disons, c'est l'histologie. C'est l'étude histologique. Et en cas d'étude histologique, on prélève tout le ganglion. On ne fait pas une biopsie sur un ganglion qui est suspect de malignité, car on risque de défractionner la capsule, et s'il s'agit de cellules tumorales, on risque de les faire disséminer partout dans la zone. Et donc, en cas de suspicion d'adénopathie qui est maligne, d'accord, gardez cette information en tête, il est contre-indiqué de faire une biopsie sur un ganglion suspect de malignité. Donc on prélève tout le ganglion, ensuite on fait notre étude histologique. L'étude histologique, c'est l'étude de certitude. Et l'étude cytologique, c'est l'étude d'orientation, bien sûr. Vous voyez bien la cervicotomie exploratrice avec analyse histologique extemporanée du ganglion, maintenant en dernier recours, car dans la majorité des cas, les examens de première intention systématique posent le diagnostic dans la majorité des cas. Maintenant, on peut utiliser l'histologie pour confirmer certains caractères histologiques malignes ou autres des adénopathies. Maintenant, les étiologies, remarquez cette diapo, elle fait pas mal d'étiologies, mais il faut garder en tête les 4 axes que je vous ai dit. L'axe inflammatoire, vous allez remarquer bien inflammatoire, et même des réticuloses. Les réticuloses, il veut dire les inflammations qui sont chroniques, donc c'est comme la sarcoïdose, donc ça rentre toujours dans le cadre inflammatoire. C'est inutile de faire la réticulose seule, les causes inflammatoires seules. Donc, premier axe, c'est l'axe inflammatoire. Toutes les pathologies inflammatoires peuvent donner des adénopathies cervicales. Le deuxième axe, c'est les adénopathies d'origine infectieuse. Le troisième axe, c'est les pathologies tumorales, disons. Ça résume les pathologies malignes et les pathologies métastasiques. Quelle est la différence entre maligne et métastasique? Maligne, ça veut dire qu'il y a une prolifération au sein du ganglion. Ce n'est pas une métastase d'une autre région. Et métastasique, ça veut dire qu'il y a une pathologie tumorale maligne à distance qui a fait une métastase au niveau de ce ganglion. Et bien sûr, le ganglion va augmenter de volume au fur et à mesure que les cellules métastasiques vont se multiplier. D'accord? Car les cellules tumorales ont une multiplication qui est anarchique. Donc, maligne et métastasique, je préfère d'utiliser le mot tumoral, tout simplement. Tumoral, c'est le troisième axe. Et infectieuse, inflammatoire, tumorale. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tumoral,
Bien sûr, d'origine médicamenteuse, c'est vraiment rare d'avoir une adénopathie d'origine médicamenteuse. Disons, ça c'est le cinquième axe. Donc on a les pathologies, donc les adénopathies d'origine infectieuse, pathologies d'origine inflammatoire, les pathologies d'origine tumorale. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, les adénopathies d'origine hématologique. Donc voici hématologique, hémopathie maligne. C'est au sein du ganglion. Et adénopathie métastasique, c'est-à-dire qu'il y a une métastase à distance. Donc récapitulons un petit peu. C'est 4 axes généralement, sans faire... sans prendre en considération bien sûr d'origine médicamenteuse. C'est l'axe infectieux, c'est l'axe inflammatoire, c'est l'axe tumoral ou métastasique, d'accord, tumoral ou métastasique. Et j'ai pas vu le mot hémopathie, c'est pour ça que j'ai trompé. Je vous ai dit que maligne et métastasique, c'est on va les mettre sous le nom tumoral, mais non, le mot tumoral ça veut dire métastasique. Et bien sûr les adénopathies d'origine hématologique, donc infectieux, inflammatoire, hématologique et métastasique. Commençons un petit peu par les adénopathies cervicales d'origine infectieuse. On a les adénopathies qui vont se manifester de façon aiguë. Il y a les adénopathies qui sont d'évolution, au fur et à mesure une évolution chronique, qui vont augmenter de volume. Maintenant, les adénopathies aiguës dans le cadre infectieux, on a les infections virales qui vont se caractériser par des polyadénopathies. Au contraire, des infections bactériennes qui sont caractérisées par un seul ganglion. Donc, généralement, un seul ganglion siégeant dans le territoire de drainage du porte-entrée du microbe. D'accord? Très bien. Maintenant, on a les adénopathies subaiguës ou chroniques. L'infection la plus fameuse qui va constituer la chronicité. Vous savez que la tuberculose, c'est une maladie qui est caractérisée par sa chronicité. Et donc, tout ce qui est chronique, c'est tuberculose. Donc, les adénopathies chroniques d'origine infectieuse, la première pathologie à prendre en considération, c'est la tuberculose ganglionnaire. Bien sûr, il faut savoir que la localisation ganglionnaire cervicale représente, vous voyez bien, 90% des cas d'adénopathie périphérique tuberculeuse. Donc, dans la majorité des cas, la tuberculose ganglionnaire siège au niveau cervical. La deuxième information à signaler, que la tuberculose ganglionnaire, c'est-à-dire la présence de cette bactérie qui est le Mycobacterium tuberculosis au sein de notre ganglion, c'est ça par définition la tuberculose ganglionnaire, c'est la première localisation extra-pulmonaire du BK. C'est la première localisation extra-pulmonaire du BK. Bien sûr, l'âge, c'est l'âge jeune, entre 20 et 40 ans. La femme est plus fréquemment atteinte que l'homme. La palpation cervicale retrouve la plupart du temps un ou deux ganglions. Donc, c'est la majorité des cas, c'est une adénopathie unique. Bien sûr, l'intradermale avec la tuberculine, elle est positive dans la majorité des cas. Maintenant, on peut faire une ponction cytologique du ganglion. Celui-ci va ramener bien sûr des cellules géantes, c'est les cellules caractéristiques. C'est pas caractéristique, c'est le granulome. Ou si l'examen bactériologique, bien sûr, on peut retenir le diagnostic de tuberculose pulmonaire, surtout par l'examen bactériologique, c'est-à-dire par l'examen direct, d'accord, d'un prélèvement, disons, de l'adénopathie, ou bien sûr après culture sur milieu de Lowenstein-Jensen, du BK. Donc, c'est l'isolement surtout de Mycobacterium tuberculosis qui nous fait preuve carrément qu'il y a cette bactérie, qui nous fait qu'on pose le diagnostic de tuberculose ganglionnaire et on peut instaurer ou débuter le traitement. Bien sûr, une adénectomie est en revanche indispensable, c'est-à-dire pour examen histologique, donc est indispensable si les résultats cytologiques est douteux ou bien si l'examen bactériologique est négatif. Bien sûr, le traitement est avant tout médical, c'est le traitement antituberculeux et vous voyez bien que la chirurgie n'est indiquée qu'en cas d'échec du traitement médical, en cas de reliquat ganglionnaire au terme du traitement qui reste après le traitement. Deuxième pathologie infectieuse, c'est la maladie des griffes du chat. Donc, tout simplement, c'est une maladie qui est due à un bacille gram négatif. Donc, c'est une bactérie qu'on appelle Bartonella hensleyi.
dont certains animaux sont des porteurs, mais sont des porteurs qui sont sains. Et bien sûr, la contamination, quand la contamination se fait à l'homme, donc l'inoculation de cette bactérie à l'homme, donc on aura une période d'incubation d'à peu près de 30 jours. Et après cette incubation, va apparaître des adénopathies cervicales qui sont multiples, qui sont fermes, qui sont douloureuses au début. C'est le caractère infectieux, qui sont mobiles et de taille variable. Le diagnostic, bien sûr, repose surtout sur la mise en évidence à partir d'une cytoponction. Donc, c'est surtout l'examen bactériologique qui va nous permettre de poser le diagnostic. Troisième pathologie, c'est la tularemie. Donc, elle est due à un bacille gram-négatif, bien sûr. Le réservoir animal est constitué par certains rongeurs. Et donc, la transmission à l'homme peut être par conséquence directe ou indirecte. Donc, direct par contact direct avec l'animal et indirect, bien sûr, par l'ingestion d'une viande mal cuite. Bien sûr, on aura un syndrome pseudogrippal. Bien sûr, après ce syndrome pseudogrippal, on aura une adénopathie qui est volumineuse et douloureuse, généralement unique, qui va fistuliser rapidement à la peau en absence de traitement. Fistuliser, c'est-à-dire on aura un conduit qui va drainer le pus qui se trouve à l'intérieur du ganglion. Bien sûr, le diagnostic, il est sérologique, se fait par la sérologie. La pasteurellose peut donner aussi une adénopathie cervicale. Maintenant, on passe à la syphilis oropharyngée. La syphilis, c'est une pathologie qui est due à une bactérie qu'on appelle Treponema pallidum. Il faut savoir que c'est une IST, donc c'est une infection sexuellement transmissible. Maintenant, en stade primaire, c'est-à-dire juste au point d'inoculation de cette bactérie, donc on peut retrouver vous remarquez bien qu'il y a la notion de cette adénopathie cervicale qui est généralement unique. On peut voir aussi un chancre d'inoculation, c'est-à-dire le chancre où la bactérie a rentré. Voici l'image du chancre syphilitique. Le chancre peut siéger à différents endroits. Et bien sûr, la syphilis secondaire, c'est la diffusion de la bactérie par voie hématogène aux différentes parties du corps. Donc, elle est marquée par une éruption maculo-papulaire associée à une polyadénopathie cette fois-ci, ferme et indolore. C'est la dissémination de la bactérie partout. Donc, on aura une polyadénopathie qui va atteindre préférentiellement dans la région cervicale, les aires occipitales, spinales et jugulo-carotidiennes. Bien sûr, le traitement repose sur la pénicilline et en cas d'allergie, sur la prescription d'érythromycine. Donc, c'est les antibiotiques. Bien sûr, une autre pathologie infectieuse, c'est la brucellose. Donc la brucellose, elle est due par une bactérie qu'on appelle Brucella melitensis. Et la contamination se fait par l'ingestion de produits laitiers qui sont contaminés. Ou bien sûr par contact direct avec les animaux qui sont infectés, vous voyez bien. Et bien sûr, pour la clinique, donc on aura une fièvre qui est ondulante, associée à ces fameux adénopathies qui sont basicervicales. Et bien sûr, on peut retrouver dans certains cas une splénomégalie. Et le diagnostic de certitude repose sur la sérologie de Wright. La toxoplasmose, bien sûr, ça rentre dans le cadre des pathologies infectieuses parasitaires. Donc, c'est une maladie qui est très répandue le plus souvent. Donc, elle est asymptomatique dans la majorité des cas. Il y a plein de personnes qui ont des anticorps protecteurs, mais qui ne présentent aucun symptôme. Et bien sûr, quand elle est symptomatique, elle se manifeste par des adénopathies qui sont cervicales. Bien sûr, le chat, c'est le réservoir de cette pathologie et l'agent infectieux, c'est un parasite, c'est Toxoplasma gondii. L'homme va se contaminer par l'ingestion de viande qui est mal cuite ou par contact avec un chat. Très bien. Vous voyez bien que 80% des adultes ont des anticorps protecteurs, mais ne sont pas symptomatiques. Et quand la pathologie elle est symptomatique, c'est-à-dire dans les formes apparentes, ils vont se résumer, c'est-à-dire les signes cliniques sont vraiment
minimes, donc ce sont des signes qui ne sont pas nombreux, donc se résument souvent à quelques adénopathies cervicales isolées occipitales de volume modéré. Le diagnostic est uniquement sérologique, donc là, par la mise en évidence de ces anticorps anti ces parasites, et nécessite deux prélèvements comparatifs à 15 jours d'intervalle. Donc la toxoplasmose guérit spontanément en cas de contamination au cours de la grossesse. Il faut absolument la traiter, donc le traitement repose sur la spiramycine. Maintenant, parmi les adénopathies inflammatoires, on peut retrouver les maladies système, notamment le lupus érythémateux disséminé, le LED et la polyarthrite rhumatoïde. On peut retrouver dans ces deux pathologies inflammatoires du système, les maladies système, des adénopathies cervicales. Maintenant, les adénopathies d'origine médicamenteuse, manifestation ganglionnaire provoquée par des médicaments, se rencontrent essentiellement chez l'adulte. On peut retrouver chez l'enfant. De nombreuses substances ont été incriminées et voici les médicaments qui sont incriminés dans les adénopathies cervicales d'origine médicamenteuse. Bien sûr, restant dans le cadre des pathologies inflammatoires chroniques, on a la sarcoïdose. La sarcoïdose, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire caractérisée par une inflammation qui touche pas mal d'organes et qui est systémique et qui est de cause inconnue. C'est ça la définition de la sarcoïdose. Et bien sûr, c'est une maladie d'évolution chronique. Donc systémique, dont l'étiologie reste inconnue. Bien sûr, elle atteint généralement les adultes jeunes, avec une légère prédominance féminine. Elle touche surtout la race noire. Et bien sûr, vous voyez que parmi les localisations viscérales, la localisation médiastino-pulmonaire, c'est la localisation la plus fréquente. Les ganglions cervicaux sont souvent atteints et constituent un mode de révélation fréquent de cette pathologie. Bien sûr, les caractéristiques des ganglions en cas de sarcoïdose, donc ce sont des ganglions qui sont fermes, indolores, mobiles et sans caractère inflammatoire. Et leur taille n'excède généralement pas de 2 cm. Il évolue plus souvent vers la régression spontanée. Vous voyez, sans jamais se ramollir ou de se fistuliser. Donc, il ne se caractérise pas par le ramollissement, c'est-à-dire la production de pus, c'est-à-dire la collection du pus à l'intérieur de l'adénopathie. Le diagnostic de sarcoïdose repose sur des arguments cliniques. Donc, comme c'est une pathologie qui est pas mal définie, d'étiologie inconnue, et donc on aura plein d'arguments, notamment le contexte clinique, le contexte histologique. Donc on va retrouver le granulome gigontocellulaire mais sans la nécrose caséeuse, car s'il existe une nécrose caséeuse, c'est caractéristique de la tuberculose, sur le plan histologique, sur le plan biologique et sur le plan radiologique. Donc tous ces arguments plaident en faveur de ce diagnostic. On passe au troisième axe, c'est les pathologies hématologiques, malignes bien sûr. Donc c'est le troisième axe, c'est les adénopathies cervicales d'origine hématologique. Donc les adénopathies d'origine hématologique sont en règle ferme. Les caractéristiques des adénopathies en cas de maladie hématologique maligne, ils sont élastiques, ils sont mobiles, ils sont indolores. Elles sont associées à des adénopathies d'autres régions anatomiques et ils peuvent être associés à une hémato ou une splénomégalie. En cas de, par exemple, une prolifération lymphocytaire, vous savez qu'il y a des lymphocytes au sein de la rate et donc on peut avoir une augmentation de la taille de la rate. La première maladie, c'est la maladie de Hodgkin. La maladie de Hodgkin, c'est une prolifération anormale de lymphocytes au sein des ganglions. Donc c'est une prolifération anormale des lymphocytes au sein des ganglions. Et comme c'est une prolifération anarchique, tumorale, donc le ganglion va augmenter de volume. Donc elle se manifeste souvent par une ou plusieurs adénopathies de localisation cervicale, c'est la localisation la plus fréquente, ou bien médiastinale. Bien sûr, si on fait la ponction cytologique et l'étude cytologique du ganglion, on va retrouver les cellules caractéristiques de cette pathologie, c'est les cellules de Sternberg. Car on a les lymphomes qui sont non-hodgkiniens, on ne retrouve pas ce type de cellules. Donc c'est caractéristique de cette pathologie. Mais bien souvent, le diagnostic est réalisé par l'examen histologique, car c'est le diagnostic de certitude lors d'une cervicotomie et l'enlèvement de tout le ganglion. On ne fait pas la biopsie sur un ganglion suspect de malignité. Bien sûr, vous voyez bien que la cellule de Sternberg n'est cependant pas spécifique de la maladie de Hodgkin, mais je vous ai dit que pour faire la différence entre les lymphomes qui sont non-hodgkiniens, donc dans les lymphomes qui sont non-hodgkiniens, on ne retrouve pas ce type de cellules. La classification d'Ann Arbor, ça c'est vraiment détaillé.
différencier les différentes formes localisées des formes disséminées. Vous voyez, tout ce qui est pathologie tumorale maligne peut causer une adénopathie, notamment les leucémies lymphoïdes chroniques, d'accord, peuvent causer une adénopathie, même les lymphomes malins non-hodgkiniens, même les leucémies lymphoïdes, les leucémies myéloïdes chroniques. On ne va pas se tarder d'expliquer ces pathologies car la vidéo sera trop longue, mais sachez bien qu'il y a pas mal de pathologies hématologiques malignes qui peuvent causer des adénopathies cervicales. Donc on a déjà détaillé la maladie de Hodgkin. Même les lymphomes malins non hodgkiniens peuvent causer des adénopathies cervicales. On a les leucémies lymphoïdes chroniques, même les leucémies myéloïdes chroniques, etc. Pas mal de pathologies hématologiques malignes peuvent causer une adénopathie cervicale. Passons au dernier cas, c'est les adénopathies métastasiques. C'est-à-dire, on aura une tumeur qui est à distance, disons, de cette adénopathie, de ce ganglion. Et les cellules tumorales, suite au drainage de ces cellules tumorales, ils vont stopper au niveau des ganglions, ils vont se multiplier, d'accord? Ils vont se multiplier, ils vont augmenter de volume et on aura l'augmentation du volume du ganglion. Bien sûr, la première chose à penser dans les pathologies métastasiques en cas d'adénopathie cervicale, c'est le cancer des voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire le cancer soit de la cavité buccale, soit des différents étages du pharynx, soit du larynx. Bien sûr, le diagnostic de métastase ganglionnaire d'un carcinome des voies aérodigestives supérieures, vous remarquez bien, doit être systématiquement évoqué chez un homme de plus de 50 ans. Vous voyez, l'âge très important. Éthylotabagique, c'est-à-dire la notion d'alcool et du tabac, c'est un facteur de risque qui est très important en cas de cancer de la cavité buccale, de l'hypopharynx, de l'oropharynx. Le rhinopharynx, non. Le rhinopharynx, l'alcool et le tabac, c'est pas un facteur de risque. C'est pas, pour le moment, ils n'ont pas trouvé la relation entre le tabac et l'alcool comme facteur de risque pour le cancer du cavum. Et bien sûr, surtout, c'est l'adénopathie est dure, le caractère dur, c'est un caractère suspect de malignité, sans caractère inflammatoire. Bien sûr, l'examen de la cavité buccale et du pharynx, et même du larynx, permet, vous comprenez bien, dans la majorité des cas, de retrouver l'origine. Sans oublier bien sûr que certaines tumeurs primitives, soit thoraciques, soit abdominopelviennes, peuvent donner une métastase ganglionnaire cervicale, notamment le ganglion, vous voyez bien le ganglion de Troisier, donc subclaviculaire gauche. Donc une adénopathie subclaviculaire doit faire rechercher deux principes, une tumeur primitive soit thoracique, soit abdominopelvienne. Et vous voyez bien que même les pathologies malignes qui siègent au niveau de la glande thyroïde, vous voyez le carcinome papillaire du corps thyroïdien, peuvent donner des métastases ganglionnaires à l'étage cervical. Donc en règle très lymphophile, carcinome papillaire de la thyroïde. Et bien sûr, gardez en tête qu'une adénopathie qui est généralement dure, qui est indolore, qui est adhérente au plan profond, ça c'est les signes de malignité. D'accord, qui est non inflammatoire, ça c'est une adénopathie qui est suspecte de malignité. D'accord, très bien. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. J'ai essayé de souligner les bases de ce cours et n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne, mettez un petit like et à la prochaine.